Bonsoir. Bonsoir, je vous prie de m'excuser pour ce retard à l'allumage dû, c'est pas très original, à un problème de circulation dans les rues de Paris. Il y a 50 ans, était créé ce parti qu'aujourd'hui tout le monde connaît, un peu moins comme un parti et plus comme une image, qui est le Black Panther Party. Mais avant de parler de la création en tant que telle de cette organisation, je voudrais parler de l'histoire de ce surgissement, parce que c'est un surgissement véritablement, qui est marqué par ce qu'on pourrait appeler le grand paradoxe de la moitié des années 60 aux États-Unis. Le milieu des années 60 aux États-Unis, c'est à la fois le lieu d'un très grand aboutissement, et le moment d'une très grande désillusion. Dans le même moment, dans ce milieu des années 60, il y a peut-être les plus grandes conquêtes, les plus grandes avancées en termes d'égalité raciale, et en même temps, la plus grande des amertumes. Et ce paradoxe des années 60, de ce milieu des années 60, il est incarné par un moment qui est 1965. 1965, c'est l'année qui voit les Noirs américains obtenir enfin, après des décennies de lutte, le droit de vote et la fin de la ségrégation dans le sud des États-Unis. Ça fait des décennies que les militants des droits civiques luttent sans relâche pour obtenir qu'enfin le gouvernement fédéral leur accorde cette citoyenneté formelle qu'ils avaient tant demandé. Et pourtant, quelques semaines à peine après la signature de ces lois historiques, 2 semaines à peine, le quartier noir de Los Angeles, qui s'appelle Watts, s'enflamme, et bientôt ce sont des centaines et des centaines et des centaines de jeunes gens qui mettent le feu à leur logement, qui lancent des pierres et qui expriment leur colère et leur révolte. Le président des États-Unis, Lyndon Johnson, ne comprend pas. Mais pourquoi ? Je viens de signer, dans un geste historique, il faut le lui accorder, la plus grande avancée en termes d'égalité raciale. Donc que se passe-t-il ? D'où vient cette colère ? Je pense que sincèrement, il ne comprend pas. La majorité de l'Amérique ne comprend pas non plus. Johnson, qui est un homme avisé, commande alors à plusieurs dizaines d'experts, militants, sénateurs, républicains comme démocrates, sociologues, politistes, un rapport pour répondre à cette question: qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on a loupé ? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris ? Après plusieurs semaines d'études, des centaines d'auditions, le rapport est rendu au président Johnson. Il s'appelle le rapport de la commission Kerner, du nom de Otto Kerner, qui était la personnalité en charge de ce rapport. Et le rapport est très clair. Il dit: vous voulez savoir pourquoi, malgré la signature des lois civiques, les jeunes noirs de ce pays sont en colère? C'est très simple. Le chômage, la brutalité policière et la discrimination. Le rapport Kerner, c'est un de ces documents dont on se dit qu'ils auraient pu changer la trajectoire d'un pays, ou en tout cas la trajectoire d'une minorité dans ce pays. Et Johnson aurait pu prendre sérieusement ce rapport. Mais l'époque n'est plus à écouter les revendications raciales, et le rapport est mis à la corbeille. Et on ne parle plus de la commission Kerner. Et au lieu d'entendre ce qu'il y avait dans ce rapport, que la citoyenneté n'avait aucun sens tant que le chômage, les harcèlements policiers et la discrimination seraient le quotidien des jeunes noirs, plutôt que de comprendre que c'était ça qu'il fallait prendre en charge,
Johnson a considéré que la colère des jeunes noirs des ghettos était illégitime. Et le grand chiasme des années 60, à partir de 1965, c'est que l'on a commencé à considérer que la colère noire était illégitime et qu'en revanche, la répression policière était légitime. Le monopole de la violence légitime revenait uniquement à la police. Et là où la colère et le chagrin des jeunes noirs pouvaient être entendus, subitement elle devient criminelle. Subitement elle est considérée comme de l'ingratitude, comme de l'incapacité à s'intégrer socialement, comme un refus de se prendre en main. C'est de ce paradoxe-là et de ce tour de passe-passe entre toute la légitimité à la police et aux forces de l'ordre et aucune légitimité à la colère des jeunes noirs, c'est de cette contradiction que naît le Parti des Panthères Noires pour l'autodéfense. Et je tiens vraiment à donner cet élément de contexte, parce que lorsque l'on parle du Black Panther Party, on parle de la violence. Mais je voudrais d'emblée dire qu'il s'agit, dès les prémices de ce mouvement, de l'idée de renverser la légitimité, l'idée de créer une forme de contre-défense. 1965, c'est une année intéressante. C'est l'année de la mort de Malcolm X, donc d'une possibilité d'une alternative plus radicale, mais c'est aussi l'année de la publication des Damnés de la Terre de Frantz Fanon. Et il y a, pour ces enfants de la Révolution noire, ceux qui en ont assez de patienter, de chanter, de marcher dans les rues comme Martin Luther King et les siens l'avaient fait, ceux qui trouvent que ça ne va pas assez vite et que ça ne va pas assez loin, ils perdent Malcolm X et c'est subitement un grand vide, ils sont subitement orphelins, mais en même temps il y a ce livre, Les damnés de la Terre, et ce propos du psychiatre et militant martiniquais qui est de dire « la violence nous libère ». Elle nous libère à partir du moment où on lui donne ce sens fondamental qui est que nous sommes chacun êtres de couleur, les frères d'autres peuples colonisés qui eux aussi souffrent et eux aussi sont opprimés. Et ce livre-là, Les damnés de la Terre de Frantz Fanon, il est lu par deux jeunes gens qui sont deux étudiants du collège, l'un des collèges publics de Californie, qui est le Merritt College. Ces deux jeunes gens, ils s'appellent Huey Newton et Bobby Seale. C'est intéressant de savoir qu'ils sont étudiants. Ce sont des gens qui, avant de s'intéresser au fait de porter des armes, se sont intéressés au fait de porter des livres. Et lorsqu'ils étaient étudiants, ils étaient militants sur le campus au sein d'organisations pour la dignité et le droit des Noirs, mais c'était aussi des lecteurs. Ils se rencontrent, sympathisent très vite, militent ensemble, et ils décident de créer quelque chose de nouveau dans un endroit qui n'est pas forcément l'endroit que l'on attendrait le plus, qui est Oakland, en Californie. La géographie des droits civiques, on la connaît à peu près. C'est principalement les États du Sud, où le grand mouvement des droits civiques mené par Martin Luther King s'est déployé. Et puis ce sont les grandes villes du Nord, principalement New York et Détroit, où Malcolm X et la Nation of Islam se sont développés. Mais finalement, la Californie, on n'en a pas tellement entendu parler jusqu'à 1965 et les émeutes de Watts dont je vous ai parlé en ouverture. Parce que la Californie, c'est intéressant. La Californie, c'est à mi-chemin entre le Nord et le Sud. Los Angeles est une des villes les plus racistes du pays. Sa police est connue pour ses harcèlements dans les ghettos quotidiens. Et elle est à la fois la grande ville, donc un petit peu comme un ghetto du Nord, et en même temps sa population noire est faite pour beaucoup d'émigrés qui viennent du vieux Sud et qui sont arrivés à Los Angeles et dans cette banlieue qui deviendra célèbre de San Francisco qui est Oakland, avec une histoire sudiste derrière eux. Bobby Seale et Huey Newton, ils viennent du Sud, l'un du Texas et l'autre du Mississippi. Donc ils ont cette tradition de la lutte de leurs aînés pendant les droits civiques, mais ils vivent la réalité urbaine qui est celle de la confrontation quotidienne avec la discrimination à l'emploi et la brutalité policière. Et ces deux jeunes gens, qui sont militants, ils décident de créer quelque chose qui n'existait pas.
Ils ont écouté Malcolm X. Mais Malcolm X a mis beaucoup de son combat dans l'identification à l'islam. Et eux, ils ne veulent pas de la religion parce qu'ils sont marxistes, parce qu'ils sont internationalistes. Et ce qu'ils créent en 1966, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans cette forme aussi cristallisée, qui est le Parti des Panthères Noires pour l'autodéfense, qui est à la fois nationaliste et internationaliste, qui est à la fois communautariste et marxiste, c'est-à-dire une série d'oxymores, quelque chose qui en théorie ne peut pas exister et qu'ils vont réussir à inventer. Ce qui me semble intéressant d'emblée, donc vous voyez sur ces photos les deux jeunes gens, l'un a 24 ans et l'autre 30 ans, ils sont encore très jeunes, c'est qu'ils choisissent d'appeler ce parti le Parti des Panthères Noires. Et l'étymologie est intéressante. Pourquoi les Panthères Noires? Pourquoi appeler les Panthères Noires? Alors, comme souvent en histoire, il y a les étymologies officielles et puis il y a ce qui est de l'ordre du fortuit et qui n'est jamais complètement fortuit, de la coïncidence pertinente pour les historiens. Ce n'est pas la première fois que l'on associe l'idée de la question noire à l'idée de la panthère noire. Vous savez peut-être, moi je l'ai découvert récemment, c'est à mon père que je dois cette explication qui pourtant m'a semblé lumineuse quand je l'ai entendue, alors que je travaille depuis des années sur la question des droits civiques et des combats raciaux aux États-Unis. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, parmi les troupes qui ont débarqué en France et en Europe de façon générale, il y a les célèbres troupes du général Patton, qui, comme tous les bons militaires américains, est dans une armée qui est ségrégée. Les Noirs ne sont pas jugés dignes d'être au combat et certainement pas de lutter aux côtés de leurs frères blancs, enfin de leurs camarades blancs. Donc ils sont dans des bataillons particuliers. Et Patton n'est pas très confiant dans ces Noirs parce qu'il considère qu'ils manquent de courage et qu'ils ne sont pas très performants techniquement. Jusqu'à ce qu'un bataillon en particulier, le 761e régiment des blindés, se révèle d'un courage absolument exemplaire, en particulier lorsqu'il s'est agi d'attaquer la division des blindés de Hitler qui était la plus redoutable, qui était celle des Jagdtiger, ou Jagdpanther, littéralement les tigres noirs et les panthères noires. Aucun rapport avec l'animal de la savane. C'est le nom que portait cette division des blindés de Hitler. Et c'est cette 761e, c'est compliqué, division de l'armée américaine, qui était composée de Noirs, on l'a surnommée la division des Panthères Noires. Pourquoi? Parce qu'elle s'était révélée admirable au combat face aux divisions des blindés de Hitler. Alors il y a une certaine ironie, et vous voyez le logo de cette division de l'armée, c'est une panthère noire, puisque par extension, on a récupéré l'emblème du fauve pour signifier l'héroïsme et le courage de ces soldats noirs, dont vous savez qu'ils ne seront admis à l'égal des autres soldats que lors de la guerre de Corée, c'est-à-dire au début des années 50. Alors évidemment, il y a un grand paradoxe. Le grand paradoxe apparent, c'est que le parti des Black Panthers dont je vous parle ce soir, celui créé par Newton et Steele en 1966, est profondément antimilitariste et anti-impérialiste. Donc leur accorder une étymologie militaire semblerait un petit peu malvenue. Mais en réalité, là où je trouve que la pertinence est tout particulièrement éclairante, c'est que quel est le destin de ces soldats noirs qui sont revenus aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale? Ils avaient été des héros sur le champ de bataille. Ils avaient espéré, comme le disaient les militants, mener la campagne du double V, 2 fois V, victoire contre les nazis et victoire contre le racisme à la maison, aux États-Unis. Et lorsqu'ils sont revenus avec leurs uniformes, cette incarnation de la citoyenneté américaine, ils ont retrouvé les bus ségrégés, ils ont retrouvé le racisme, et bien souvent, ils ont subi la rage des Blancs qui trouvaient qu'il était intolérable que des Noirs portaient l'uniforme de l'armée américaine. Et donc, ces Black Panthers du général Patton, ils ont vécu cette grande désillusion
des soldats noirs américains revenus aux États-Unis. Donc il me semble que cette étymologie-là n'est pas inintéressante. Mais officiellement, il y en a une autre. La raison pour laquelle Newton et Seal ont appelé leur parti pour l'autodéfense le parti des Panthères Noires, c'est parce que depuis quelques mois, il y a une petite organisation politique dans le comté de Lowndes, dans l'Alabama, qui est un des États les plus racistes et les plus ségrégés des États-Unis, une organisation noire, donc, qui s'appelle l'Organisation pour la liberté de Lowndes, qui est un groupe de jeunes gens issus du grand parti des étudiants noirs que l'on surnomme le SNCC. Ils ont créé ce petit parti parce qu'ils se sont rendus compte que le Parti démocrate, qui était censé les défendre et promouvoir l'égalité raciale, en réalité n'accordait de sièges qu'aux Blancs. Et donc, dans un mouvement de sécession, ils ont voulu présenter leur propre liste. Mais dans l'Alabama, dans ces contrées rurales, les Noirs qui sont très présents sont illettrés. Et donc, pour pouvoir se faire reconnaître sur les bulletins de vote, ils ont choisi la panthère noire. Pourquoi la panthère noire? Parce que le Parti démocrate avait pour emblème le coq blanc. Et donc, ils se sont dit, qu'y a-t-il de plus opposé à un coq blanc qu'une panthère noire? Rien à voir avec les troupes du général Patton, et pourtant, par une coïncidence historique intéressante, on retrouve la panthère noire. Et donc, sur tous les bulletins de vote de cette organisation pour la liberté noire à Lowndes, il y avait cette image de la panthère noire, ce qui fait que les paysans, même les plus illettrés, pouvaient reconnaître ce parti par l'image de la panthère noire. Et puis plus tard, bien sûr, lorsque l'on demandera à Newton pourquoi la panthère noire, il dira, mais la panthère noire, vous savez, c'est cet animal, si vous essayez de la cornériser à droite, elle esquive, vous essayez de la coincer à gauche, elle esquive, mais si finalement vous l'acculez et vous la menacez, elle vous sautera dessus, elle ne fera aucun quartier. Donc beaucoup d'étymologies finalement extrêmement intéressantes, parce que nous dit cette autre étymologie de la panthère noire? Qu'on ne peut pas faire confiance au Parti démocrate, on ne peut pas faire confiance aux Blancs, même ceux qui se disent de gauche, ceux qui se disent qu'ils sont pour le progrès racial et qui en réalité ne partagent jamais le pouvoir. Ce que veulent nos deux jeunes étudiants californiens, c'est enfin avoir le pouvoir. Et ils ne sont pas les seuls. La revendication du Black Power, elle existe déjà. Elle est née là aussi de ce grand paradoxe des années 60. C'est un mot d'ordre qui a été lancé par les militants du Sud, déjà ces étudiants de SNCC dont je parlais à l'instant, comme une espèce de cri de ralliement face à la lassitude, face à l'impatience, l'idée que si l'on fait trop confiance à cette société blanche, si on veut à ce point être intégré dans une société qui ne veut pas de nous, on perd son âme. Et que donc il est temps de réclamer le pouvoir aux Noirs. Pas de le demander poliment, comme peut-être le faisait Martin Luther King, mais de l'exiger et de ne compter que sur nous. C'est ça, la philosophie du Black Power. Et les militants du Black Panther Party font partie de cette grande philosophie qui rompt avec les droits civiques pour dire assez de la patience, assez de la conciliation, maintenant nous voulons le pouvoir tout de suite et le pouvoir entièrement, pas simplement le pouvoir de voter, le pouvoir d'être qui nous sommes. Très vite, le parti des Black Panthers, qui est donc créé en octobre 1966 sur un campus par deux jeunes étudiants, connaît un succès phénoménal. Il est intéressant de savoir que ce sont avant tout des étudiants qui rejoignent le parti. La Californie avait un système admirable d'écoles et d'universités publiques et beaucoup de Noirs avaient pu accéder à l'éducation. Mais très rapidement, ce ne sont pas seulement les étudiants, mais aussi les lycéens, des jeunes gens de 14, 15, 16 ans qui rejoignent le parti. Et on pourrait penser qu'il s'agit quelque chose de juvénile, d'enthousiasmant, de désordonné presque. Mais c'est le contraire que crée le parti de Seal et Newton. Ce que propose le parti des Black Panthers, c'est la discipline, c'est l'ordre, c'est la politique. Mais la politique dans ce qu'elle a de plus ascétique, de plus martial. La première chose que font Bobby et Huey, c'est d'établir une liste de ce que sera leur programme. 10 points, très clairs. Ils le rédigent
dans ce qui sera désormais célèbre comme la plateforme du Black Panther Party. Ainsi est le programme des Black Panthers. Il est très simple, mais je veux en lire les 10 éléments. Ce que nous voulons. Article 1. Nous voulons la liberté. Nous voulons le pouvoir de déterminer nous-mêmes la destinée de notre communauté noire. Le droit à l'autodétermination. C'est intéressant. Article 2. Nous voulons le plein emploi pour notre peuple. Article 3. Nous voulons que cesse le pillage de la communauté noire par les Blancs. Article 4. Nous voulons des logements décents, conçus pour des êtres humains. Article 5. Nous voulons pour notre peuple une éducation qui expose la véritable nature de cette société américaine décadente, qui nous enseigne notre véritable histoire et notre rôle dans la société aujourd'hui. Revendication fondamentale, un des grands succès de la politique des Black Panthers. Que la culture noire soit reconnue dans son entière dignité et dans son historicité et qu'elle soit transmise aux jeunes noirs. Article 6. Nous voulons que tous les Noirs soient exemptés du service militaire. Article 7. Nous exigeons l'arrêt immédiat des brutalités policières et de tous les meurtres de Noirs. Article 8. Nous voulons la libération de tous les Noirs détenus dans les prisons fédérales, d'État, de comtés municipaux. Article 9. Nous voulons que tous les Noirs traduits en justice comparaissent devant des jurys composés de leurs pairs ou de membres de leur communauté, conformément à la Constitution. Article 10, et c'est l'un des plus célèbres parce que c'est celui qui marque le caractère marxiste et socialiste du Parti des Black Panthers. Nous voulons de la terre, du pain, des logements, de l'éducation, de quoi nous vêtir, la justice et la paix. Notre principal objectif politique est la mise en place, sous l'auspice des Nations Unies, d'un référendum ouvert seulement au sujet de la colonie noire, afin que le peuple noir puisse décider de son destin en tant que nation. Ce n'est pas la première fois que les Noirs des États-Unis se conçoivent comme une nation au sein de la nation, ou comme une colonie de l'intérieur. Mais pour la première fois, avec le Parti des Black Panthers, l'idée d'une solidarité internationale avec les frères opprimés du Vietnam, de Cuba, d'Amérique latine, et de partout où la colonisation a laissé des victimes, pour la première fois, s'est inscrit dans le programme d'émancipation. Malcolm X ou Marcus Garvey étaient d'autres nationalistes noirs qui avaient pensé la question noire en termes de nation. Et d'ailleurs, c'est intéressant, historiquement, c'est le Comintern, le Parti communiste, et Trotsky en particulier, qui pensaient que donner le statut de nation aux Noirs américains était une façon de saboter de l'intérieur l'impérialisme états-unien. Et les Black Panthers reprennent ça. Mais ils sont légalistes. Bobby Seale est un étudiant en droit. Et l'idée, c'est d'utiliser le droit contre l'État américain. Mais on le voit, c'est l'article 7. La question fondamentale, c'est la question de la brutalité policière. C'est à la suite de l'assassinat d'un jeune noir qui a suscité 4 jours de révolte à Auckland que le parti est lancé. Mais c'est 1 an plus tard, en 1967, qu'un autre assassinat, un autre jeune noir, tué alors qu'il avait les mains levées par la police et que les policiers ont une fois encore été exonérés de toute responsabilité, que les Black Panthers deviennent célèbres. Non seulement ils manifestent pour exprimer la colère et la rage, une fois de plus un jeune noir tué dans les ghettos et la police s'en sort, mais ils décident de mener une contre-enquête. Ils vont voir la famille, rassemblent de l'argent pour la soutenir, permettent de financer un avocat, et ils assurent la sécurité de la famille. Et lorsque la police vient pour interroger la famille de Denzel, qui est le nom de ce jeune noir assassiné, les Black Panthers sont là. Et elles obligent la police à tourner les talons. Et elles le font en utilisant de cette chose inouïe qui est le code pénal de Californie.
ces militants des Black Panthers décident d'instaurer une contre-violence légitime. Puisqu'en Californie, vous savez, cet État dont le gouverneur deviendra célèbre, il s'appelle Ronald Reagan, le gouverneur de Californie à l'époque. C'est un cow-boy célèbre, et c'est intéressant puisque la Californie est un de ces États où il est parfaitement légal de porter une arme en public. Les Black Panthers considèrent qu'ils ont, pour reprendre, c'est moi qui l'utilise, ce n'est pas eux, la formule d'Hannah Arendt, ils ont le droit d'avoir des droits. Et puisque tous les autres citoyens de Californie ont le droit de porter une arme en public, eux aussi porteront une arme en public. Parce qu'on a beau être noir, on n'en est pas moins citoyen. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans la Constitution des États-Unis depuis peu. Et donc, ils vont porter visiblement une arme. Leur arme est ostentatoire. Dans une main, ils ont une arme, mais dans l'autre main, ils ont le code pénal de Californie. Et la grande chose que vont faire les Black Panthers, c'est de contre-patrouiller la police. Désormais, dans les rues de Californie, à chaque fois qu'il y aura une patrouille de police, les Black Panthers seront là, habillés de noir, comme des guerriers roses, veste en cuir, béret, pull, et bien en évidence le fusil. Ils sont de l'autre côté de la rue, ils connaissent leurs droits, ils savent que légalement ils ont le droit d'être là, mais à une certaine distance, et ils surveillent la police de Californie. Mais pas que ça. Quelque chose qui me semble très intéressant, l'une des premières mesures pour laquelle ils militent, c'est le fait d'installer un lampadaire à un rond-point où systématiquement les Noirs sont fauchés par les voitures. Et je trouve cette métaphore de la lumière très intéressante. Ce qu'ils veulent, c'est faire la lumière sur l'injustice. Que par ce lampadaire à ce coin de rue, on sache que non, les Noirs en question n'ont pas été tués par un accident, qu'ils ont été assassinés par la police, que non, ils n'étaient pas criminels et qu'ils ne menaçaient pas, et que ça n'était pas la légitime défense du policier, qu'ils ont été assassinés de balles dans le dos, qu'ils avaient les mains en l'air. Et c'est ça que veut montrer les Black Panthers. On retient souvent le Black Panther Party comme le nom qu'ils avaient initialement, le Parti des Panthères Noirs pour l'autodéfense. On a l'idée qu'ils sont violents parce qu'ils revendiquent le droit de porter des armes, et c'est vrai, ils revendiquent le droit de porter des armes. Et parmi les grandes sources intellectuelles du Parti des Black Panthers, il y a, je l'ai dit, Fanon, qui pensait que la violence du colonisé était libératrice, que l'on devenait véritablement un homme au moment où l'on rendait la violence, où l'on rendait cette forme d'oppression terrible qui est le fait de subir les coups sans les rendre, et qu'il fallait absolument rendre la justice par soi-même. Ils sont également lecteurs de Mao, ils sont lecteurs de Fidel Castro, ils sont lecteurs d'Ho Chi Minh. Mais ils sont avant tout lecteurs de quelqu'un qui n'est pas très connu en France, qui s'appelle Williams, qui est un militant de l'Association nationale pour la défense des peuples de couleur aux États-Unis, dans le comté de Monroe, dans l'Alabama, toujours l'Alabama qui revient, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Des Noirs avec des flingues ». Et à l'heure où c'était Martin Luther King et sa philosophie de non-violence qui faisait la une des journaux, parce que c'était ça le combat que les Noirs s'étaient choisi, lui explique que les Noirs doivent avant tout assurer leur survie. Et que si cela suppose d'avoir des pistolets et de tirer sur ceux qui veulent les tuer, eh bien, qu'il en soit ainsi. Et ce qui est intéressant dans ce livre de Williams, c'est qu'il n'utilise pas le mot de self-defense. Enfin, il l'utilise, mais il utilise alternativement ce mot avec un autre mot que je vais vous dire en anglais, qui est self-reliance. Self-reliance, ça veut dire compter sur soi. Ça veut dire prendre soin de soi. Et je trouve intéressant cette double étymologie, autodéfense et autoprotection. Parce que la raison pour laquelle les Black Panthers s'arrogent le droit d'avoir des armes, ça n'est pas pour tuer, ça n'est pas pour infliger la violence, ça n'est pas pour aller faire un carnage chez les Blancs, ça c'est un contresens absolu. C'est une façon de dire que se protéger, c'est avant tout
assurer la survie de la communauté face à la police qui concrètement tue des centaines de Noirs chaque année, aujourd'hui en 2018 comme encore plus dans les années 60, mais aussi c'est assurer la survie et la protection de la communauté. Et assurer la protection de la communauté, ça veut dire beaucoup de choses au-delà du fait de porter des armes. Et je m'inspire ici des travaux remarquables de la philosophe Elsa Dorlin, dont je vous recommande le livre qui s'appelle « Se défendre », qui a montré qu'historiquement, on a organisé le désarmement des peuples colonisés et des Noirs aux États-Unis. On a interdit aux Noirs le droit qui était accordé à tous les autres. Vous savez que le second amendement aux États-Unis, c'est sérieux, c'est chaque État a le droit d'avoir des milices qui patrouillent, que la logique des citoyens qui se mettent dans des espèces d'organisations de miliciens pour assurer une sorte de protection paralégale est parfaitement classique dans la citoyenneté américaine. Mais les Noirs, eux, comme les colonisés aux Antilles ou en Afrique du Nord, étaient privés de ce droit fondamental à se défendre parce que leur corps n'était pas destiné et n'était pas jugé digne d'être défendu. Et donc, reprendre les armes, c'est reprendre une forme de dignité. Et c'est pour ça que les Black Panthers ont des armes. Et c'est aussi parce qu'ils se veulent des révolutionnaires et qu'ils pensent que l'insurrection est pour demain. Mais ça n'est qu'une partie de ce que font les Black Panthers. Parce que assurer la survie, c'est autre chose. Rappelez-vous l'article 6. Ne pas faire son service militaire. Ne pas être comme ces Black Panthers du général Patton qui vont mettre leur vie sur le front pour le drapeau et qui reviennent et qui se font assassiner parce qu'ils sont noirs. Ils savent que lorsqu'ils portent des armes, ils sont une provocation. Comme lorsque les soldats noirs revenus de la guerre portaient leur uniforme de l'armée américaine, ils étaient une provocation. Et ce qui est très intéressant, c'est que très vite, le gouvernorat de Californie passe une loi, dès 1967, pour rendre subitement illégal le fait de porter des armes en public. Jusqu'à ce que les Black Panthers portent des armes, il était légal d'avoir des armes en public en Californie. Tout à coup, ça devient illégal. Cette loi est dite la loi Mulford, du nom de l'élu qui a porté cette loi. Et c'est évidemment une loi anti-Black Panthers. Et dont, dans cet acte inaugural, qui les rendra célèbres, et dont vous avez une image derrière moi, les Black Panthers vont sur les marches du Parlement de Californie à Sacramento, avec leurs armes, et ils proclament qu'ils ne sont pas dupes de ce tour de passe-passe légal, et qu'ils ont parfaitement bien compris que cette loi vise à les priver, eux, de leur droit à avoir des armes. Et donc, par extension, à les priver, eux, de leur citoyenneté, puisque ce droit est accordé aux autres. Les journalistes sont là, la jeunesse est là, et on n'a jamais rien vu de tel. On n'a jamais vu des guérilleros avec des armes noires qui ont cette espèce de crânerie, cette espèce d'attitude consistant à dire on ne va pas s'excuser, on est là, on est fier, on est fort, et si vous ne voulez pas nous donner le pouvoir, eh bien nous irons le chercher jusque dans vos cuisines. Et les journalistes sont absolument fascinés par cette image. Et c'est là aussi quelque chose de compliqué sur le pouvoir subversif des Black Panthers, c'est qu'ils deviennent d'une certaine façon des phénomènes médiatiques. Subitement, une partie de l'Amérique blanche trouve ça très chic, les Black Panthers. Une autre partie trouve là l'objet de confirmation de tous leurs stéréotypes racistes. Les Noirs sont des hommes brutaux qui menacent l'Amérique blanche et qui vont venir nous étrangler dans nos lits la nuit. Enfin, vous savez, ces espèces de vieux fantasmes depuis les temps de l'esclavage. Mais la réalité, c'est que les Black Panthers n'en ont que faire. Ça, c'est la première partie. La première partie fondamentale, c'est le visuel. Cette culture visuelle qu'ils vont mettre en place, visant à redonner aux Noirs une forme de possibilité d'identification avec ce qui ressemble à du pouvoir, avec de la force.
1968, l'année suivante, c'est l'année de l'assassinat de Martin Luther King. Cette fois, c'en est trop. C'est Martin Luther King qui est assassiné en avril 1968, mais ce sont les Noirs inconsolables qui se révoltent dans plus d'une centaine de villes, qui sont condamnés, qui sont criminalisés, et Johnson envoie les chars dans les ghettos pour calmer les Noirs. C'est Martin Luther King qui est assassiné, et ce sont les Noirs qui sont punis. Si la non-violence ne fonctionne plus, tel en témoigne l'assassinat de Martin Luther King, alors la seule source d'espoir, le rugissement de la jeunesse inconsolable, c'est le parti des Black Panthers qui va pouvoir le capter. Cette image, c'est celle de la force, c'est celle qui deviendra célèbre justement dans cette année 68 par le tube de James Brown, « I'm black and I'm proud ». Je le dis fort, je le dis haut et fort, je suis noir et je suis fier. Et incontestablement, il y a l'idée de la fierté noire et de la revendication à cette fierté et au refus de s'excuser qui est capturée par cette mise en scène. On a beaucoup critiqué les Black Panthers en disant que c'était un théâtre, cette image paramilitaire de la milice noire. Oui, mais c'est une image politique. Ils ont compris le rôle de l'image, comme Martin Luther King et les siens avaient compris le rôle de l'image et le rôle de la télévision. Ce sont des enfants de la télévision. Mais plus encore, ce que comprennent les Black Panthers, c'est que cette image-là, elle suscite l'adhésion, elle suscite la reconnaissance, et par le fait de voir, c'est performatif. On voit des hommes noirs et fiers, et donc on a l'idée que le pouvoir noir est possible et que la révolution a un sens. Mais ça n'est qu'une partie de leurs actions. Si les Black Panthers sont rapidement le plus grand parti révolutionnaire noir de cette deuxième partie du XXe siècle, c'est parce qu'ils mettent en place ce que je disais tout à l'heure sur l'idée que le pouvoir, c'est avant tout le pouvoir de survivre et de protection de la communauté. Ils mettent en place littéralement ce qu'ils appellent les programmes de survie. Il faut assurer la protection de la communauté, mais se protéger, c'est aussi prendre soin de soi en se donnant nous-mêmes les moyens de protéger les nôtres. Et cela passe par le fait de se nourrir, de s'éduquer, de se vêtir et de se soigner. Très rapidement, ce que deviennent les Black Panthers, c'est la plus incroyable organisation sociale dans les quartiers populaires noirs aux États-Unis. Ils mettent en place ce qui deviendra leur action sociale la plus célèbre, que sont les petits déjeuners gratuits. Ils comprennent que les enfants noirs, dans les écoles publiques, vont très souvent le ventre vide à l'école. Ils mettent en place très vite des milliers de repas gratuits pour les enfants. D'abord, ce sont des petits déjeuners le matin, et puis ensuite, ça devient des déjeuners. Au début, ça n'est que pour les écoliers. Et puis rapidement, ils se rendent compte que les mères et les pères aussi ont faim. Et ce qu'ils organisent, ce sont des repas pour les adultes, et y compris sur la photo de gauche, des dons alimentaires pour les mères célibataires. Ils créent des cliniques... excusez-moi, je ne peux pas revenir en arrière. Je suis perdue. Est-ce que je peux revenir en arrière ? Voilà. Ce qu'ils mettent aussi en place, ce sont des cliniques gratuites. Plusieurs cliniques, plus d'une trentaine, avec des médecins de couleur qui peuvent apporter des soins gratuits. Ils créent une école publique à Oakland, et puis ensuite toutes sortes d'institutions parascolaires. Parce que se protéger, prendre soin des nôtres, c'est assurer que les enfants aient le savoir et l'éducation. Ces programmes, ils les appellent les programmes de survie. Parce que survivre, c'est assurer la force. Et la force, c'est assurer que les enfants puissent être droits lorsqu'ils marchent dans la rue. Et il n'est pas forcément besoin d'un fusil. Le fusil n'est pas que métaphorique, mais il est aussi une métaphore du pouvoir que l'on se donne soi-même et que l'on ne demande pas poliment. D'autres programmes sont extrêmement intéressants et marquent la modernité absolue du parti des Black Panthers.
ce sont notamment des programmes en direction des prisonniers. Ils assurent des transports pour aller dans les prisons, pour que le droit de visite des femmes et des enfants auprès des maris, des pères et des frères soit assuré. Ils assurent le fait que les prisonniers puissent avoir accès à des livres, à une éducation. Ils assurent aussi la protection des personnes âgées noires dans les quartiers, lorsque les personnes âgées vont prendre leurs allocations à la fin du mois pour qu'ils ne se fassent pas dérober leur maigre chèque par un programme dont l'acronyme est intéressant, c'est SAFE. SAFE, ça veut dire sécurité. Assurer la sécurité de la communauté. Vraiment, j'y insiste, ça n'est pas simplement la sécurité militaire face à la police, même si c'est une grande part. C'est la sécurité face à la violence de la pauvreté, la violence de la misère, la violence de l'absence d'éducation. Et donc, ce que propose le Parti des Black Panthers, ce sont tous ces programmes sociaux pour que l'émancipation ait un sens. Et la libération, je l'ai dit, la libération, c'est aussi la libération de l'image. Une première partie de la libération culturelle, ça a été la mise en scène de cet homme noir, fort et armé, de ce soldat des rues qui est le militant des Black Panthers. Et cette image extrêmement masculine, militaire, pleine de testostérone d'une certaine façon, avec l'extension du fusil, elle n'est que la partie d'un univers visuel, d'une culture visuelle qui sera assurée par la publication officielle du Parti des Black Panthers, qui s'appelle The Black Panther, c'est le journal éponyme, dont les illustrations sont confiées à un artiste dont le nom est important, il s'appelle Emory Douglas. Il sera très vite nommé ministre de la Culture parce que le Parti des Black Panthers, qui veut être une forme de contre-pouvoir, s'est organisé de façon très hiérarchisée, avec un comité central, avec un premier secrétaire, Bobby Seale, avec un ministre de la Défense, Huey Newton, avec un ministre de l'Information, qui sera Eldridge Cleaver, avec un chef de cabinet qui s'appelle David Hilliard, et avec toute une sorte comme ça de petites mains, mais selon une structure extrêmement hiérarchique, parce qu'il faut être discipliné. Il faut avoir lu, il faut être sobre. Il emprunte ça d'une certaine façon à Malcolm X, qui avait porté l'idée de la discipline des militants à un point d'incandescence. Donc Emory Douglas est non seulement l'illustrateur du journal Les Black Panthers, mais le créateur d'une culture dans laquelle l'art visuel est déjà révolution. On a trouvé ça, bien sûr, dans les régimes tels que le régime soviétique. L'idée de créer un art nouveau pour servir l'idéologie, elle est déjà connue. Mais vous pouvez voir derrière moi des illustrations extrêmement représentatives de cette culture visuelle mise en place par les Black Panthers, où l'on retrouve évidemment l'idée d'un art primitif, où le noir est mis en valeur, avec des mains très grandes, comme pour dire qu'il a son destin entre ses mains, avec évidemment les armes à feu, mais aussi avec la représentation de la femme, qui, dans cette illustration, de façon très intéressante, est armée, mais je dirais qu'elle est doublement armée. Elle est armée parce qu'elle porte ce qui ressemble davantage à une baïonnette qu'à un fusil, mais elle a le droit de porter des armes, et aussi par ses cheveux. C'est un point important, là encore, et je ne peux pas malheureusement revenir en arrière, donc je vais essayer de retrouver, si j'y arrive, les images précédentes, mais ça ne semble pas fonctionner. On va y arriver. Une autre image. C'est un lieu commun que parmi les mouvements de la libération noire et de l'émancipation, il y a l'affirmation de nouveaux codes esthétiques et d'un retournement de la notion de la beauté, et que le fait que les femmes et les hommes cessent de vouloir maîtriser une chevelure pour complaire à des normes esthétiques dominées par les anglo-européens a été un point très important de la libération noire dans les années 60, laisser ses cheveux naturels. Et les femmes, on connaît Angela Davis, mais elles sont nombreuses, ont, comme les hommes, cessé de maîtriser leurs cheveux pour essayer de faire autre chose que ce que la nature voulait de cette chevelure
qui étaient les leurs. Et donc les femmes ont imposé dans l'univers, et on pense à Motown et un certain nombre d'artistes noirs à cette époque. Aretha Franklin est morte récemment, et elle a incarné ça aussi à sa mesure, l'idée que le cheveu naturel, la coupe afro comme on l'appelle en français, est devenu un nouveau code de beauté. Et dans les représentations d'Emory Douglas, les femmes sont armées de deux choses. Elles sont armées de cette arme et elles sont armées de leurs cheveux, parce que c'est un nouveau code esthétique. Et ça pose une question qui est une question qui me permet de faire la transition, parce que l'heure tourne, vers finalement les échecs et les faillites, et peut-être les réussites dans la faillite du parti des Black Panthers. Très rapidement, ce parti qui connaît un succès phénoménal se heurte à ce qui est la source de son succès, et c'est peut-être ça son paradoxe. Il y a deux forces du parti des Black Panthers. Premièrement, le fait que, très rapidement, Huey Newton est arrêté par la police parce qu'il est mis en cause de façon non surprenante pour l'assassinat d'un policier blanc. Et il est mis en prison. Très vite, tous les autres chefs seront à un moment ou à un autre de l'histoire des Black Panthers, qui dure officiellement jusqu'au début des années 80, mais qui se termine en réalité au début des années 70. Les chefs sont mis en prison, ce qui est une force considérable. Pourquoi ? Parce que le parti des Black Panthers devient un parti de prisonniers politiques. Ils deviennent véritablement des dissidents. Depuis sa prison, Huey Newton est une espèce de force charismatique incroyable qui donnera son message à l'ensemble des Noirs américains, comme pour dire « moi je suis en captivité, mais je suis finalement comme vous qui êtes en captivité dans cette nation impériale et raciste qu'est l'Amérique ». Et la littérature de captivité trouvera avec les Black Panthers, et ça va aujourd'hui jusqu'à par exemple Mumia Abdul-Jamal, une tradition littéraire, politique et intellectuelle extrêmement forte. La prison est un lieu de l'émancipation. Huey Newton a des écrits absolument remarquables sur le fait que ça n'est pas parce qu'on met un corps noir en prison que l'on arrête la révolution. Le corps noir en prison, il s'échappe. Et l'incarcération est le lieu de l'émancipation. Et très rapidement, les Black Panthers deviennent connus parce que partout dans le pays, noirs comme blancs, jeunes de gauche comme plus âgés, manifestent dans la rue pour la libération de Huey Newton. Et ce que font les Black Panthers, c'est qu'ils sont les premiers à dire « attention à la surincarcération des Noirs ». À force de transformer tout noir en criminel, vous êtes en train de devenir schizophrène. Vous devenez fou. Mais ne croyez pas que vous nous exterminez parce que nous, on tire la force de la prison. Et on ressort de la prison plus fort. Mais simplement, le déséquilibre des forces est tel que très vite, non seulement les forces de police, qui sont très inquiètes devant ces Noirs armés, mais aussi les services secrets, en particulier le FBI de Edgar Hoover et son programme COINTELPRO, qui est destiné à lutter contre les organisations subversives noires ou jugées comme telles, multiplient le harcèlement policier, les accusations de meurtre, les accusations, comme c'est le cas pour Bobby Seale, de terrorisme ou de conspiration contre l'État. Très vite, toutes les têtes du parti sont mises en prison et cela pose des problèmes considérable de gestion du parti. Donc c'est un premier problème. Et l'autre problème, c'est qu'il y a finalement un décalage entre l'image du Black Panther Party, qui reste cette image de guérilleros très masculin, paramilitaires, qui reprennent le pouvoir, et la réalité d'un parti qui en réalité est aux mains des femmes. Ce que l'on ne sait pas, c'est que ce sont les femmes qui ont tenu le parti des Black Panthers. Elles étaient près de 65% des militants du Black Panthers dès la fin des années 60. Et que les grandes héroïnes, elles s'appellent Elaine Brown, Erika Huggins, la femme d'Eldridge Cleaver, Catherine Cleaver, que ce sont ces femmes qui, au sein du parti, ont essayé de faire la révolution, mais qu'elles se heurtent en effet à une contradiction qui est cette idéologie très masculiniste, très viriliste des Black Panthers, telle qu'on l'a vu sur la première image, et la réalité de ces femmes qui assurent l'éducation, les repas et la transmission aux plus jeunes et aux enfants en particulier. Elaine Brown, qui prendra la tête du mouvement des Black Panthers au début des années 70, dit « On ne peut pas être une Black Panther sans être une féministe ».
Et en même temps, elle a été la première à dire que c'était compliqué pour les femmes noires au sein des Black Panthers parce que la première chose que voulaient les jeunes gens, c'était de restaurer le pouvoir de ces hommes dont la virilité avait été mise en cause. Mais les femmes essayent en même temps d'exister en tant que femmes et en tant que noires. Dans un premier temps, d'ailleurs, c'est assez amusant, Newton et Steele ont créé une section pour les femmes qu'ils ont appelée les pantherettes. Et donc les femmes étaient dans cette section des pantherettes. Et puis très rapidement, les femmes des Black Panthers ont dit non, nous on n'est pas des pantherettes, on est des Panthers, comme vous. Et oui, d'un côté on va tenir le fusil et de l'autre on va assurer la transmission. Et on va, comme Erika Huggins, nous aussi on va aller en prison. Et d'ailleurs, lorsque vous, nos frères, vous serez tous en prison à un moment ou à un autre, c'est nous qui assurerons la relève. Et c'est ce qui se passe au début des années 70. Huey Newton sort de prison, mais très rapidement, il est pris dans des luttes intestines. Il est obligé de s'exiler, tout comme celui qui posera peut-être le plus grand problème idéologiquement au parti des Black Panthers, qui est Eldridge Cleaver, qui est une espèce de figure très célèbre parce que lui, il a été emprisonné très tôt. Et en 1968, il a l'écrit de prison, parce que les écrits de prison sont vraiment constitutifs de l'identité des Black Panthers, qui s'appelle Soul on Ice. C'est le nom de son livre, Mon âme sur la glace. Il a été mis en prison pour viol et il a ce rapport très, très particulier dans son autobiographie où il dit que le viol est quelque chose, un acte révolutionnaire. Et il a ensuite des propos extrêmement homophobes, y compris à l'endroit de l'écrivain James Baldwin, qui est pourtant un soutien de la cause noire. Mais parce que les femmes sont extrêmement fortes au sein du parti des Black Panthers, elles vont obliger le parti à se remettre en cause. Et lorsqu'il sort de prison en 1970, Huey Newton a ce texte incroyable qu'il adresse aux féministes et à la communauté LGBTQ. Et il dit, vous savez, nous avons tendance, nous, au sein des Black Panthers, à être homophobes parce qu'on a peur que notre virilité soit mise en cause. On a tendance à être machiste parce qu'on a peur que les femmes nous prennent le pouvoir. Mais nous n'avons plus de raison d'avoir peur et maintenant, il faut qu'on soit tous solidaires. Et c'est, en 1970, c'est extrêmement courageux et avant-gardiste de penser cela. De dire on se remet en cause parce qu'il y a quelque chose chez les hommes noirs qui est de l'ordre de la peur, qui naît de l'oppression et que nous devons surmonter. Mais néanmoins, les tensions entre le pouvoir fait aux femmes et la tension de s'orienter uniquement vers la lutte armée se traduit par des luttes intestines extrêmement fratricides et létales pour le parti des Black Panthers. Dès le début des années 70, Cleaver est accusé, comme par hasard, d'avoir tué un policier blanc et est obligé de s'exiler d'abord en Algérie, puis à Cuba. Et puis au sein du parti, il y a des tensions très fortes sur la stratégie à mener. De plus en plus, Newton et Steele, qui s'opposent et qui en viennent à être des ennemis l'un pour l'autre au sein du parti, sont d'accord pour dire qu'il faut renoncer à l'insurrection marxiste pour se présenter aux élections. Ce qui est une rupture par rapport à la ligne officielle, mais ils se disent qu'il faut s'engager sur le long terme. Une autre partie des Black Panthers passe à la lutte armée, en particulier le chapitre de New York, la section de Harlem, qui est très radicale et qui crée une mouvance de libération armée qui ensuite sera jugée en 1968 et en 69 dans ce qui sera appelé le procès des 21, où ils tenteront véritablement d'organiser une insurrection et un coup d'État. Et puis, à force d'incarcération, de remise en cause et de lutte fratricide, il y a des retournements complets de position puisque Cleaver deviendra une espèce d'évangélique un peu fanatique, il devient même républicain et puis il se présente aux élections. Newton, lui, qui a essayé d'entrer dans une logique réformiste, sera de plus en plus marginalisé, alors que quand il était en prison, il était tout puissant. Et puis le FBI ne cesse de jeter de l'huile sur le feu en faisant passer des rumeurs, en incarcérant et en assassinant. Près de 28 Black Panthers sont assassinés par la police. On connaît les plus célèbres. En avril 1968, un jeune militant de 17 ans qui s'appelle Bob Hutton, c'était le plus jeune des Black Panthers, est assassiné par la police. Et en 1969,
Le nouvel espoir des Black Panthers, il s'appelle Fred Hampton à Chicago, est tué avec un de ses partenaires pendant son sommeil, dans son appartement devant sa femme et ses enfants. Et pendant des mois, la police de Chicago essaiera de masquer l'assassinat commandité par le FBI en prétendant qu'il a essayé de prendre une arme, etc., alors qu'il a été prouvé par la suite qu'il avait été assassiné pendant son sommeil. On est à nouveau dans cette espèce de grande schizophrénie américaine sur la question de la violence. Tout ça, je ne l'ai pas dit, et pourtant j'aurais peut-être dû commencer par là, et dans le contexte de la guerre du Vietnam, où l'on bombarde du napalm sur un autre peuple de couleur, et où on demande aux jeunes noirs de s'enrôler dans l'armée pour aller participer de cette guerre qui est contraire à ce que les Black Panthers défendent. Et donc la question de qui a le monopole de la violence se pose, y compris pour toute une partie de la jeunesse blanche qui manifeste dans les rues. Et toute une partie de la jeunesse blanche de gauche se rallie au mouvement des Black Panthers. Et les Black Panthers, contrairement à ce que l'on pense, n'étaient pas du tout des communautaristes qui ne voulaient que le pouvoir pour les Noirs. Fred Hampton, juste avant d'être assassiné, avait lancé ce qu'il avait appelé la coalition arc-en-ciel, c'est-à-dire cet espoir fou qu'encore aujourd'hui des gens comme les militants de Black Lives Matter essayent de mettre en place d'une union de tous les opprimés, les latinos, les femmes, les pauvres, les homosexuels, les noirs, les immigrés sans papier, les clandestins de tout genre. Il avait commencé à monter ça avec d'autres gangs de Chicago lorsqu'il a été assassiné. La fin des Black Panthers n'est pas très brillante. L'idée qu'ils avaient essayé de défendre, selon laquelle le criminel n'était plus le jeune noir mais le policier, et celui qui avait les armes était celui qui devenait légitime, et c'est finalement retourné puisque chacun des membres fondateurs a fini par être pris dans des histoires de drogue, de trafic, et y compris d'assassinats au sein des membres du parti. Le parti se meurt très très vite et il est dissous au début des années 80 en n'étant plus que l'ombre de lui-même. Mais il a porté l'espoir, il a porté l'alternative et il a tenté d'être une forme de sens donné à la colère de la jeunesse noire. Pour conclure, car je voudrais que nous ayons un petit peu de temps, peu malheureusement, pour une ou deux questions, évidemment, comment ne pas finir avec le Black Panther que peut-être la plupart d'entre vous connaissez, à la faveur non seulement de la bande dessinée que certains peut-être parmi vous avaient lu, mais surtout du film qui est sorti et qui a été un très grand succès il y a peu et qui s'appelle Black Panther. J'ai commencé par le grand paradoxe des années 60, je vais finir par le grand paradoxe de Black Panther. Donc Black Panther, c'est le premier Marvel, le premier super-héros de bande dessinée à être noir. Et là aussi, quelle coïncidence fortuite qu'il a été écrit et créé l'année même de la création du Black Panther Party par Stanley Lee, dessinateur blanc, qui s'est dit pourquoi ne pas avoir un super-héros noir. Et il l'a créé l'année même. Et pourtant, il l'a créé et il l'a appelé Black Panther avant la création du Black Panther Party. En d'autres termes, ça n'a aucun rapport avec le Black Panther Party. Et il ne voulait surtout pas que son super-héros soit associé à la lutte des Black Panthers, et moins encore à la lutte pour la dignité raciale des Noirs. Pour lui, c'était un héros noir, mais ça n'avait rien à voir avec les Africains-Américains. Mais comment penser que c'est fortuit ? Très vite même, ce qu'on ne sait pas, c'est que les gens ont tellement pensé que Black Panther était noir, un Afro-Américain, que le créateur de la bande dessinée a changé son nom, il l'a appelé Black Leopard, pour surtout qu'il n'y ait plus aucun doute, qu'on ne se dise pas... Et puis l'année dernière, ce film avec, pour ceux qui ne l'ont pas vu, cette histoire d'un royaume africain qui s'appelle Wakanda, où les Noirs sont les rois et les reines d'un royaume dans lequel la colonisation n'est jamais advenue et le noir n'est jamais arrivé. Alors peut-être qu'à l'origine, Black Panther n'avait aucun rapport avec la question de la dignité raciale, et pourtant avec ce film, ça l'est devenu. Avec ce film, des milliers et des millions de Noirs à travers le monde se sont reconnus dans ce royaume de Wakanda, où on n'a pas besoin de se justifier d'être noir, pas besoin d'expliquer pourquoi ses cheveux sont comme ils sont, et pas besoin d'avoir en permanence à clamer sa dignité, sa richesse et sa supériorité. Et donc peut-être qu'à l'origine, Black Panthers n'avait
Black Panther n'avait aucun rapport avec le Black Panther Party. Mais finalement, par une ironie de l'histoire assez incroyable, ce film que tant de mes étudiants ont vu et revu, et tant de gens aux États-Unis comme en Europe et en Afrique ont vu, a instillé en eux une forme de dignité et une forme de fierté derrière ces super-héros qui n'ont de compte à rendre à personne. Et bien peut-être que finalement, le film Black Panther est un ultime tour de passe-passe et un ultime hommage au Black Panther Party. Et donc, on a bien fait de ne pas le surnommer Black Leopard, je pense. Voilà, je vous remercie. Je crois qu'on va vous donner un micro. Voilà, si vous avez des questions, je serais ravie de poursuivre la conversation avec vous. Oui. Bonsoir, merci pour votre exposé. J'avais une question. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et comment arrivaient-ils à financer leur projet ? C'est une très bonne question. J'aurais dû d'ailleurs vous le dire. Ils organisent très régulièrement des levées de fonds auprès de tous les militants progressistes, en particulier blancs, et en particulier la jeunesse de gauche. Ce sont souvent des enfants de la bourgeoisie qui, sur les campus américains, organisent la révolte, se pensent comme des révolutionnaires, mais qui ont des moyens financiers. Et donc, ils organisent des rallyes et ils font des quêtes. Et en particulier, lorsque Huey Newton était en prison, il y a des espèces de pots communs qui sont organisés, au point où, en 1970, il y a eu un article qui est paru dans le magazine New York par un essayiste qui s'appelle Tom Wolfe, qui s'appelait Radical Chic. Et sur la couverture, j'ai pensé le mettre sur mon PowerPoint, et puis je me suis dit que ça faisait beaucoup d'images. Vous avez 3 femmes blanches très bien coiffées, avec le poing levé noir et le gant. Et ce qu'il disait dans cet article, c'est que c'était très chic pour la gauche américaine de donner de l'argent aux Black Panthers, parce qu'ils s'achetaient une bonne conscience. Mais la réalité, c'est que c'est grâce au financement qu'ils organisaient, en particulier sur les campus. Les campus sont complètement en effervescence à cette époque-là. Les jeunes gauchistes sont prêts à être en solidarité avec les Black Panthers, donnent suffisamment d'argent pour que ces programmes soient mis en place. Et puis, il y a l'autofinancement de la communauté par elle-même, car certains étaient de la classe moyenne. Il y a un monsieur là et une jeune femme là. Tout d'abord, merci pour votre exposé qui était formidable. Est-ce que Mumia Abu-Jamal faisait partie des Black Panthers ? Et comment se fait-il qu'il est toujours en prison depuis, je crois, 38 ans ? Et comment ça se fait alors qu'on l'a accusé d'avoir tué un policier blanc et lui, il a toujours nié cela ? Et qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est tellement horrible, cette histoire. Voilà. Ça, c'est intéressant. Je vous ai dit que le grand mot d'ordre de l'incarcération de Huey Newton en 68 jusqu'à sa libération en 70, c'était le mot d'ordre « Free Huey ». Si vous voulez, quand vous rentrez chez vous, vous tapez sur votre ordinateur « Free Mumia ». Il y a un mouvement qui s'appelle Free Mumia, il y a des mouvements de solidarité aux quatre coins du monde. Il a en effet été accusé, comme tant d'autres, d'avoir tué des policiers blancs. Ce qui est intéressant, c'est que lui aussi a utilisé la prison comme une espèce de... comme Gramsci, hein. C'est une vieille technique comme Che Guevara, comme les écrits de prison de beaucoup, évidemment Nelson Mandela. Et ça me donne, l'occasion, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été libéré? Parce que c'est très compliqué. Quand vous êtes noir dans une prison américaine, votre destin est scellé, y compris lorsqu'il y a une campagne de soutien international, comme c'est le cas pour Mumia Abu-Jamal. Il y a une personnalité dont je n'ai pas parlé, mais je voudrais le dire rapidement parce que je tiens à parler des femmes et qu'il y a parfois un contresens. Je n'ai pas parlé d'Angela Davis parce qu'elle n'était pas Black Panthers.
Elle était membre du Parti communiste américain, elle était évidemment solidaire du combat des Black Panthers dans les années, au début des années 67-68, quand elle était prof sur le campus de UCLA, et elle a pensé faire partie, mais elle trouvait que c'était un petit peu trop sexiste à son goût, donc elle est membre du Parti communiste. Mais la raison pour laquelle elle aussi a été condamnée et a été jugée et mise en prison, c'est pour avoir été, elle a été accusée d'avoir fourni des armes à des prisonniers politiques, George Jackson et son frère. Et donc déjà, il y avait l'idée que libérer les gens incarcérés, les Noirs incarcérés, faisait partie du combat politique. Et elle aussi a été accusée d'être une ennemie de l'État, d'être une subversive, etc., etc. Donc ni Angela Davis, ni d'ailleurs les deux sportifs, Smith et Carlos, qui lors des Jeux Olympiques de Mexico, vous savez, ne sont non plus des Black Panthers. Ce ne sont pas des Black Panthers, mais ils font le geste du Black Power. Le Black Power, c'est vraiment une grande philosophie du radicalisme, de la reprise du pouvoir et de l'affirmation de la dignité noire qui dépasse le Black Panthers. Les Black Panthers, c'est vraiment ce parti pour l'autodéfense, marxiste, anti-impérialiste, solidaire des luttes de la lutte anticoloniale qui a été créé à Auckland et qui fait ses programmes sociaux. Donc ces mouvements sont solidaires les uns des autres, mais ni Smith, ni Carlos, ni Angela Davis n'étaient Black Panther. Il y avait monsieur là dans le coin. Hein. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci pour cette belle conférence. Ça fait vraiment plaisir. Aux États-Unis, il y a eu plusieurs philosophies, de Frédéric Douglass jusqu'à Martin Luther King, Malcolm X et les Black Panthers. Et je voulais savoir aujourd'hui quelle philosophie est utilisée par la jeunesse américaine, la jeunesse noire, les Black Lives Matter, et quelle est celle qui vraiment séduit cette jeunesse? Alors, vous l'avez dit, le mouvement le plus significatif, c'est le mouvement Black Lives Matter, même s'il y en a d'autres, mais disons que c'est l'organisation qui chapeaute le reste. Ce que je trouve remarquable dans ce mouvement, c'est que ce sont là aussi des gens qui ont lu beaucoup et qui ont réfléchi à l'histoire du mouvement de la Révolution noire et aux choses qui ont été loupées. Et vous savez que Black Lives Matter a été créé par 3 femmes, qui en plus d'être des femmes sont queer pour 2 d'entre elles, et qui par conséquent essayent de reprendre le combat là où il a été arrêté. Et je disais que ce qui avait été entamé de façon extrêmement remarquable par les Black Panthers, mais qui n'avait pas mené à terme, c'était l'idée du féminisme noir au sein et du combat pour les prisons. Le mouvement Black Lives Matter reprend cette idée que les opprimés ont différents visages, et que l'homme noir n'est plus le seul porteur du combat pour l'émancipation, qu'il y a aussi les femmes, mais aussi les homosexuels, et que, au-delà de l'idée de prendre soin de la communauté, et on prend soin de nous-mêmes, il y a une forme de solidarité avec d'autres groupes en lutte. Patrisse Cullors et Alicia Gardia, qui sont les 2 fondatrices de Black Lives Matter, se réclament bien davantage de la philosophie du Black Power que de la philosophie des droits civiques. Pourquoi ? Parce que la philosophie des droits civiques, elle s'est incarnée derrière des figures charismatiques, principalement Martin Luther King. Et ce qu'ont compris les gens après 1968, et étant moi-même l'auteur d'une biographie de Martin Luther King, j'ai dû m'en rendre compte, c'est que le problème d'avoir une figure charismatique comme Martin Luther King ou comme Malcolm X, c'est qu'une fois qu'ils ne sont plus là, ça laisse des orphelins derrière eux. Et donc le problème d'avoir un chef, c'est que c'est une figure identificatoire, une figure charismatique qui efface les petites mains au sol qui font le travail et qui laisse ensuite beaucoup d'orphelins. Et donc le mouvement Black Lives Matter, c'est un mouvement qui se veut horizontal. Comme le mouvement des étudiants de SNCC à la fin des années 60, pas de chef. Nous sommes tous notre propre organisation. Et donc il y a une volonté d'horizontalité, une volonté on est tous les co-responsables les uns des autres et on refuse d'avoir une structure pyramidale. Donc c'est ça la philosophie. Solidarité, expansion de la lutte que l'on veut inclusive aux femmes, aux gays, aux immigrés sans papier, aux prisonniers. Et c'est extrêmement difficile. Et avec l'idée simplement que si l'on demande avant tout la protection et la dignité des Noirs,
Ça ne veut pas dire que les autres valent moins. Vous savez que quand elles ont lancé le mouvement Black Lives Matter, les gens de mauvaise foi ont dit « Ah mais oui, mais toutes les vies comptent ». Non mais bien sûr que toutes les vies comptent, mais on n'a pas besoin de le dire que toutes les vies comptent. En revanche, on a besoin de dire que les vies des Noirs comptent parce que visiblement, ce n'est pas évident pour tout le monde. Et donc, ce que disaient les Black Panthers, c'est « Les Noirs sont l'avant-garde, ils sont la tête de cortège de la Révolution. Vous êtes les bienvenus, Noirs, Hispaniques, Latinos, etc. Vous pouvez venir, mais nous, on est en tête. Et on fait la révolution. Et ce n'est pas du racisme. C'est juste dire que d'abord on reprend le pouvoir pour nous, et après on élargit la lutte. C'est comme lorsque l'on dit des mouvements féministes que oh là, c'est terrible, elles veulent être que entre femmes. C'est bien la preuve qu'elles sont sexistes. Non, entre femmes on est en sécurité. On réfléchit à notre émancipation. Et après vous êtes les bienvenus. C'était ça le mouvement du Black Power. On est pour le communautarisme, mais un communautarisme ouvert au reste du monde. Mais d'abord la communauté. C'est pas du tout de l'identitarisme. C'est une philosophie qui est articulée entre la fraternité, la solidarité et l'idée de d'abord on prend soin des nôtres. Et c'est ça que met en place le mouvement de Black Lives Matter. Mais il y a d'autres mouvements, par exemple, mais elles se posent les mêmes questions que Bobby Seale et Huey Newton. Est-ce qu'il faut qu'on participe aux élections? Est-ce qu'il faut qu'on soutienne un candidat? Est-ce qu'il faut qu'on aille, par exemple, au sein du Parti démocrate? Parce que, comme leur a dit Hillary Clinton lors de la campagne, lorsqu'elle a été interpellée par les militants de Black Lives Matter, bah oui, mais si vous voulez que les choses changent, il faut bien que vous fassiez de la politique, mouillez-vous les mains. C'est un peu toujours ce qu'on dit aux groupes, aux organisations démocratiques, c'est allez-y, mouillez-vous les mains, faites de la politique. Bah oui, mais faire de la politique, c'est déjà renoncer à la position révolutionnaire que l'on essaye d'avoir. Donc c'est toujours très compliqué. Non, merci pour cet exposé absolument extraordinaire qui témoigne d'une justesse et d'un discernement qui est celui que l'on retrouve dans vos livres, que j'ai lus très attentivement. Merci. Il y a une phrase capitale que vous avez prononcée, « La coupe afro est un code esthétique ». Or, à cette époque, évidemment, nous le savons tous, il y a eu un autre code esthétique qui est le jazz, et qui est apparu comme une musique d'une spontanéité, d'une violence, d'une virulence tout à fait incroyable. Jamais dans l'histoire du monde, depuis que des hommes et des femmes produisent de la musique sur cette terre, on était parvenu à décomposer le son comme John Coltrane, Miles Davis et bien sûr les représentants du free jazz plus tard allaient le faire. Et le lien entre l'art et la révolution, entre la subversion généralisée et la possibilité d'un éclatement des valeurs artistiques corrosives et qui s'opposent d'ailleurs à l'art blanc traditionnel, à la peinture traditionnelle, à la musique traditionnelle de l'Occident, a été quelque chose de capital évidemment dans cette révolution, puisqu'elle a touché des millions et des millions de gens dans le monde et qu'on peut dire aujourd'hui que le jazz est la première musique de notre temps. Encore grand merci. Merci, monsieur. Bonsoir. Excusez-moi de mon retard. On s'est trompé de théâtre. Alors, j'aimerais vous poser comme question, dans la continuité du Black Panther Party, aujourd'hui, en considérant le fait que les tueries soupçonnées raciales noires se poursuivent aux États-Unis, est-ce que finalement, au niveau de tous les groupes identitaires qui existent dans la lutte antiraciale aux États-Unis, la non-violence ne protège pas le système? Moi, c'est ma grande interrogation. Donc finalement, les Black Panthers, s'étaient-ils ou non trompés? Est-ce que finalement, le fait d'être démocratique, de s'engager en politique, d'être exclusivement pacifiste face à un système qui, lui, a le monopole de la violence, n'est pas finalement une hérésie dans la lutte? Quelque chose me dit que vous me donnez la réponse dans la question. Je suis biographe de Martin Luther King, alors forcément j'ai un petit peu d'amitié pour mon bonhomme, donc je vais essayer de défendre la philosophie de la non-violence. La philosophie de la non-violence, c'est pas de la passivité. C'est extrêmement agressif, la non-violence. Et c'est ce que font les militantes de Black Lives Matter aujourd'hui. Être debout et marcher tête haute face à un cordon de CRS, en disant « nous n'avons pas peur »,
Nous n'avons pas peur. Et vous faites un pas, et encore un autre pas, et encore un autre pas. Il faut avoir une forme de courage et de colonne vertébrale que je ne suis pas sûre d'avoir. Donc la non-violence, ça ne veut pas dire qu'on est... La non-violence, c'est un art martial. C'est être capable de se discipliner au point où l'on intègre la violence en soi. La non-violence, c'est une forme d'ascèse qui dit « je ne rends pas la violence parce que mon ennemi, ça n'est pas le policier en face de moi, mon ennemi, c'est le système dont il n'est qu'un pion ». C'est véritablement, c'est une philosophie de vie. C'est une façon de dire « je ne combats pas 3 policiers, 10 policiers, 15 policiers, je combats un système. Et la présence de mon corps dans l'espace public suffit. » Et les Black Panthers, pour l'essentiel, ils étaient non-violents. C'était des non-violents avec une arme à la main, si vous voulez. Mais c'est pas parce qu'on tient un fusil, le fusil est un petit peu comme ce que je disais du cheveu naturel. C'est un argument politique en soi. C'est une façon de dire, c'est performatif. Ils n'avaient pas besoin de tirer, d'ailleurs, c'est pas compliqué. Ne serait-ce que utiliser leur fusil, ils étaient sûrs qu'ils étaient arrêtés. 28 Black Panthers tués par la police sur toute la période. Chaque année aux États-Unis, plus d'une centaine de jeunes noirs désarmés tués par la police. Donc la question, c'est quelle est la stratégie et quelle est la meilleure lutte. Mais pour utiliser un anglicisme, la non-violence, c'est confrontationnel. La non-violence est un rapport de force. Ça demande beaucoup de courage et de force physique pour être non-violent. Vous êtes assez costaud quand vous entendez Teddy Riner parler, par exemple. Il n'y a pas plus pacifiste et plus gentil et plus calme. Pourtant, la force de Teddy Riner, qui fait du judo, pardon, pour ceux qui ne sont pas très branchés judo, mais il est impressionnant. Et le moindre de ces petits gestes, il n'y a pas la moindre agressivité. Et pourtant, il vous met au tapis 10 judokas qui ne sont pas aussi expérimentés. Donc il y a cette idée de l'ascèse, de l'internalisation de la violence et de la revendication de s'en prendre au système et pas aux individus. Mais bon, il faut avoir beaucoup lu Gandhi, beaucoup avoir pensé Tolstoï. Et puis, il faut bien le dire, être chrétien, ça a beaucoup aidé le mouvement des droits civiques. Les Nord-Américains sont extrêmement religieux. Sauf les Black Panthers. C'est pour ça qu'ils se distancient de Malcolm X. Malcolm X, il pensait que l'islam était une voie d'émancipation. Pour eux, l'islam, c'est l'opium du peuple, comme le christianisme. Donc, ni Dieu ni maître. La communauté. Donc, la question est, comment est-ce qu'on assure le mieux la survie ? Je pense que si je devais penser comme un panthère aujourd'hui, je dirais, qu'est-ce qui assure le plus la protection de la communauté ? Et malheureusement, le déséquilibre du rapport de force est tel que avoir recours à l'autodéfense ou à la violence, c'est une mission suicide. Mais d'ailleurs, il y a un grand texte de la littérature des Black Panthers qui s'appelle « Le suicide révolutionnaire ». C'est un choix. Mais c'est ce que certains intellectuels ont appelé le nihilisme. Le nihilisme, quand il y a des émeutes urbaines, et que par exemple comme à Los Angeles en 1992, ou encore plus récemment à Baltimore, lorsque vous mettez le feu à votre quartier, c'est une forme de nihilisme. Ça vous mènera peut-être nulle part, d'accord, mais dans l'état d'esprit fanonien, vous exprimez une forme de libération. Je ne le juge pas. Et je ne m'arrogerai certainement pas le droit de dire que ça ne va nulle part. C'est une forme d'expression d'un chagrin inconsolable. Et les chagrins doivent trouver à s'exprimer. Merci. Je voulais juste en savoir un peu plus sur Eldridge Cleaver, qui, semble-t-il, a très très mal tourné. Ouais. Est-ce qu'il a été retourné quand j'imagine que c'est l'FBI, quoi. Pardon, est-ce qu'il a été... Excusez-moi, j'ai pas entendu la fin de la question. Il a été retourné par l'FBI. Ah, on l'a dit. Et question, Rap Brown, qui est-il devenu ? Une autre question. D'accord. Merci beaucoup. C'est terrible le destin d'Eldridge Cleaver. Donc il était ministre de l'information des Black Panthers. C'est lui qui était peut-être le plus
le plus haut en couleur de toute la bande, une espèce comme ça de personnalité très charismatique, qui parlait fort. C'est celui qui répétait le plus que l'Amérique était un pays de fascistes et qu'il fallait liquider les porcs. Oui, je ne l'ai pas dit, bien sûr, mais évidemment, les policiers sont appelés les porcs. Et dans l'illustration qu'en fait Emory Douglas, ils sont vraiment représentés comme des cochons. Et donc Cleaver, après avoir été emprisonné, avoir écrit Soul on Ice, devient un militant important. Il est très rapidement mis en cause au moment d'une altercation avec la police. Il est mis en cause alors que Fred Hampton a été assassiné dans des coups de feu qui sont portés à la police, et il part en fuite. Il se réfugie d'abord en Algérie avec sa femme Catherine Cleaver, ensuite à Cuba. Alors là, il y a un peu des désillusions parce que comme ils étaient frères de la lutte de Che Guevara et de Fidel Castro, ils pensaient qu'ils allaient trouver une très grande liberté à Cuba, comme Assata Shakur aussi, la belle-mère du chanteur, qui lui-même sera un ami de la cause des Black Panthers. Pour ceux qui intéressent, les chansons de Tupac Shakur sont en grande partie marquées par cet idéal des Black Panthers. Lorsqu'ils arrivent à Cuba, ils se rendent compte que les libertés politiques, ça n'existe pas, y compris pas pour eux. Et il revient aux États-Unis et il trouve un arrangement avec la police. C'est à un moment où les Panthers se déchirent entre elles. Il est ensuite accusé d'avoir commandité le passage à tabac et l'assassinat d'une jeune libraire, bibliothécaire qui travaillait pour les Panthers. Bref, ça se termine mal et il est finalement assassiné par la police au début des années 80. Il y a finalement que Seal qui a survécu de toute cette génération-là. Tous les autres ont été rattrapés. Newton a fini, y compris dans des trafics de drogue, pas très glorieux. Et les autres ont été ou assassinés par le FBI ou tués par la police, y compris très très tard. Mais Cleaver est un personnage assez intéressant, assez sulfureux, mais comme l'était l'ensemble des Black Panthers. Alors, bonsoir. Moi, j'avoue que je suis fascinée par ce mouvement pour tout un tas de choses, mais surtout par le fait qu'il démontre qu'il est assez difficile de mener un combat sans être infiltré. Et en fait, j'aurais voulu que vous reveniez, si possible, brièvement, sur la manière dont le FBI a pu infiltrer les Black Panthers. Je me rappelle avoir vu un documentaire qui était passé sur Arte, qui s'appelait Ennemi public numéro 1, où ils évoquaient un peu ça. Donc voilà, j'aurais voulu, si vous pouvez, brièvement revenir sur le moment où les Black Panthers ont commencé à inquiéter, où l'Amérique, enfin les pouvoirs ont décidé de vraiment infiltrer et de manière à détruire ce mouvement. Et aussi, je voulais savoir quels sont les documents qu'on a sur cette infiltration, qu'est-ce qu'on peut lire de concret sur cette volonté de détruire ce mouvement, quel type d'archives, en fait, on trouve sur ça, tout simplement. Merci. C'est un peu long. Pour aller très vite, pour faire l'histoire à très grands traits, le FBI est créé dans l'entre-deux-guerres aux États-Unis et son premier directeur devient celui qui sera quasiment son directeur à vie, qui s'appelle Edgar Hoover, il y a un film, et qui a comme particularité d'être un grand paranoïaque et un grand raciste. Et donc il avait deux ennemis, les communistes et les noirs, et comme malheureusement le Parti communiste soutenait beaucoup les luttes noires dans l'entre-deux-guerres et qu'il y avait des liens entre les deux, il s'en est donné à cœur joie, depuis Marcus Garvey qui a été persécuté par le FBI jusqu'au point où il a été rapatrié en Jamaïque, jusqu'à évidemment Nation of Islam. Martin Luther King, dont on sait peu, que le FBI l'a harcelé toute sa vie, a mis des écoutes, des mouchards, comme on dit, dans les chambres d'hôtel où il trompait sa femme pour ensuite envoyer les enregistrements à Coretta King Scott dans l'espoir qu'elle demande le divorce. Ils ont envoyé à Martin Luther King une lettre anonyme en se faisant passer pour un noir qui le détestait et en lui disant que comme il n'était qu'une imposture et qu'un traître, la seule chose qu'il fallait qu'il fasse c'est qu'il se suicide. Et c'est une historienne de Yale qui a retrouvé dans les archives du FBI l'origine de la lettre signée par le FBI, corrigée
par les différents fonctionnaires. Et pour ce qui est des Black Panthers, ils arrivent dans un moment où on est dans une sorte d'état insurrectionnel aux États-Unis. C'est-à-dire que 67-68, les États-Unis sont à feu et à sang. Non seulement le Vietnam, mais les émeutes qui ont lieu dans des centaines de villes. L'assassinat de Martin Luther King a rendu les Noirs mais inconsolables, enragés, déchaînés, ne croyant plus en rien, vraiment à raison. Et donc, non seulement on envoie les tanks pour calmer tout ce petit monde, mais en plus on lance des programmes contre-insurrectionnels où on ouvre des dizaines et des dizaines de prisons, on donne des pouvoirs considérables paramilitaires à la police, et le FBI crée cette agence particulière qui s'appelle Quantrell Pro, dont l'objet est de lutter contre les subversifs noirs. Et donc quelles sont les méthodes du FBI? Elles sont très simples. D'une part, on vous infiltre. Donc le photographe officiel du mouvement des droits civiques était un infiltré du FBI qui donnait des informations. Ils sont écoutés, tous les proches sont mis sur écoute, mais aussi dans le cas des Black Panthers, le harcèlement permanent, le fait de non seulement contrôler vos papiers en permanence, mais de vous arrêter pour un oui, pour un non. Au bout d'un moment, les familles, c'est compliqué, de contrôler les papiers, de faire des accusations d'assassinat, de vous mettre en prison juste au temps de votre procès, 1 semaine, 1 mois, 2 ans, 3 ans. Et puis ensuite, ils ont augmenté la dose en envoyant des lettres anonymes et en faisant courir des rumeurs. Par exemple, ils envoyaient un courrier à Eldridge Cleaver disant, lettre anonyme disant « Attention, Bobby Seale a commandité ton assassinat parce qu'il veut ta place ». Et ils envoyaient le même courrier à un autre membre des Black Panthers pour jeter de l'huile sur le feu, faire comme s'il y avait des rivalités entre les deux. Ils faisaient courir des rumeurs selon lesquelles certains étaient des indicateurs du FBI, alors que ce n'était pas du tout vrai, mais pour que les frères d'hier deviennent des ennemis. Et puis ensuite, les accusations de tuer un policier, ça c'est fatal. C'est-à-dire qu'on vous accuse d'avoir été sur les lieux d'un crime et on dit « Ah bah si vous étiez là, c'est donc bien que vous avez quelque chose à vous reprocher » et on vous met en prison et c'est comme ça qu'on décapite le parti. Et puis aussi l'argent de la drogue et puis ensuite des insinuations. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des responsabilités internes aux chefs des Black Panthers qui n'ont pas été à la hauteur des militants. Les militants et les femmes et les milliers de gens qui étaient au sein du parti des Black Panthers, ils n'étaient pas responsables de la mégalomanie un peu de leurs chefs. Les chefs étaient responsables, mais il faut vous dire que le FBI a beaucoup savonné la planche. Et donc, je vous dis, l'incarcération, les accusations, les rumeurs, et puis les assassinats. Quand vous tuez 21 des militants d'une organisation qui est aussi fragile, vous la décapitez littéralement. Donc, c'était du concret, les accusations du FBI. Et pour ce qui est des archives, elles ont été déclassifiées pour une grande partie d'entre elles, pas toutes, mais les archives du FBI sont accessibles pour les historiens, et donc il y a beaucoup de livres qui documentent les choses, même s'il y a des questions qui demeurent irrésolues. On me demande parfois qui a tué Martin Luther King. Je vais faire ce que je peux dire parce que c'est dans les livres, c'est James Earl Ray, c'est comme pour Kennedy, j'ai pas plus de réponses que ça. Je crois que c'est l'heure, malheureusement, je ne peux plus prendre de questions. Voilà. Merci.